Juste au bout de la rue, à quelques pas des rails où le bruit des trains résonne comme un rappel constant, un homme ajuste une couverture sur ses épaules. 3 miles plus loin, une autre silhouette se glisse derrière un tas de cartons pour couper le vent. À Chicago, personne n'a besoin d'aller très loin pour voir la réalité, il y a trop de gens dehors, dispersés dans la ville comme des fragments qu'on ne sait plus où ranger. J'ai survécu cette nuit, seulement grâce à mon souffle, dit un homme en riant doucement, la voix cassée par le froid. 2 couvertures, puis une autre par-dessus, ce n'était pas confortable, mais je suis encore là. Il lève les yeux, et son sourire s'efface. Je ne veux jamais voir mes filles vivre ça. Jamais. Un peu plus loin, quelqu'un demande, si tu avais 3 vœux, tu choisirais quoi? La réponse tombe, simple, brutale, rentrer chez moi. Revoir ma famille. Rien de plus, rien de moins. Personne ne rêve de vivre dehors. Personne ne choisit volontairement de dormir sur du béton glacé, seul, silencieux, sans avenir immédiat. Les hommes et les femmes qui errent la nuit ne manquent pas d'ambition, ni de courage. Ils manquent simplement d'une main tendue, d'une organisation qui regarde réellement leur direction, d'une opportunité qui ne s'effondre pas au premier imprévu. On veut réussir, on veut avancer, il suffit parfois d'une seule personne qui croit en nous, dit une jeune femme en serrant son sac contre elle. C'est lors de ma première nuit dans un train de nuit de Chicago que j'ai compris combien j'étais privilégié, j'étais le seul voyageur qui avait encore une maison où retourner. Les mêmes annonces automatiques, les mêmes sièges en plastique, les mêmes lumières froides du CTA. Rien ne semble anormal, jusqu'au moment où l'on observe les passagers immobiles sous des couvertures fines. Pour eux, un simple ticket de train devient un loyer de fortune, quelques heures de chaleur, quelques heures de répit avant de devoir redescendre dans la nuit. Dehors, la boucle brille comme une promesse de réussite américaine. À l'intérieur du wagon, c'est un autre Chicago qui se dévoile. Des chaussures usées jusqu'à la semelle, des sacs à dos contenant toute une vie, des visages qui évitent leurs reflets dans les vitres pour ne pas affronter l'image d'eux-mêmes. Pour celui qui ne fait que passer, ce sont des inconnus. Mais pour celui qui s'assoit, qui écoute, qui regarde vraiment, une vérité glaciale s'impose, ce futur-là pourrait arriver à n'importe qui. C'est pour cela que ce récit existe. Parce que derrière chaque couverture enroulée sur un siège se trouve une histoire qui vaut la peine d'être entendue. Parce que ces personnes ne sont pas des ombres. Parce que tant qu'on continue de filmer, de raconter, de montrer ce que la ville préférerait oublier, alors elles ne disparaîtront pas complètement de la carte. Chicago est construite sur 2 niveaux, celui que l'on visite, et celui qu'on préfère ignorer. Au-dessus, les lumières, les bureaux, les cafés ouverts tard, les gens pressés de rentrer chez eux. En dessous, des hommes et des femmes qui espèrent seulement survivre à la nuit. Pour certains, un train devient un refuge, un tunnel devient un toit, un morceau de béton devient un lit. C'est le meilleur endroit dans ce froid, explique un homme dans le dernier wagon. Au moins ici, je peux respirer sans que le vent me coupe le visage. Et quand l'aube n'est plus qu'une rumeur, quand le train approche du terminus, il sait déjà qu'on le réveillera pour descendre. Mais tant qu'il peut fermer les yeux quelques heures sans craindre d'être volé, tabassé ou gelé, alors cela suffit pour tenir un jour de plus. Ce documentaire n'est pas tourné depuis une terrasse chauffée ou un appartement donnant sur la rivière. Il est tourné depuis les profondeurs de Chicago, sous les ponts, derrière les colonnes, dans les derniers wagons de 2 heures du matin. Là où vivent ceux que la ville a arrêté de regarder, mais qui continuent malgré tout à avancer. Si vous pensez que ces visages méritent d'être vus, ne détournez pas les yeux. Et si vous croyez que leurs histoires ne doivent pas s'éteindre dans l'indifférence, abonnez-vous. Parce que tant que quelqu'un écoute, ils ne sont pas totalement effacés du monde. Sur le papier, Chicago semble progresser. Les chiffres officiels publiés en 2025 annoncent une baisse, un peu plus de 7400 personnes recensées sans logement lors du décompte annuel. La majorité se trouve dans des refuges, tandis qu'environ 1300 vivent dehors, sous les ponts, dans des voitures, sur des sièges de train trop durs pour y dormir mais assez chauds pour éviter de geler. Comparé à l'année précédente, la courbe descend légèrement. Pourtant, dans une ville de près de 3 millions d'habitants, cette baisse sonne comme une statistique rassurante qui n'effleure pas la réalité. Car cette nuit-là, comme toutes les autres, les trains restent pleins et les rues restent glacées. Ce que les tableaux ne racontent pas, c'est que l'hiver ici n'est pas un événement ponctuel. Il dure, frappe, recule, puis revient comme une vague silencieuse qu'aucun chiffre ne peut capturer. Le décompte PIT ne couvre qu'une seule nuit dans l'année. Le froid, lui, s'étend sur des mois entiers. Une seule nuit peut sembler supportable. 3 mois sous un vent qui coupe la peau, non. Quand la température chute dangereusement, les associations demandent à la ville d'activer un protocole d'urgence, ouvrir des centres de réchauffement supplémentaires, prolonger les horaires, mobiliser davantage d'équipes. Les communiqués officiels parlent d'une réponse adaptée, d'installation prête à accueillir. Mais sur le Weehawken, au pied des ponts, ou dans les wagons qui tournent en boucle autour du LOP, la question est beaucoup plus simple. Si le refuge est plein, si le centre le plus proche est à plusieurs kilomètres,
si vos affaires tiennent dans un sac déchiré, où allez-vous lorsque le vent commence à descendre en dessous de zéro? Dans ce reportage, nous laissons de côté les chiffres qui arrangent les discours politiques et nous descendons là où les courbes ne garantissent plus rien. Sous les panneaux routiers, le long des murs qui sentent l'essence froide, dans les coins où les voitures résonnent comme des orages mécaniques, chaque mètre carré devient un abri possible ou une menace. Un homme montre son installation improvisée, quelques couvertures qui forment une sorte de carré à l'intérieur de sa tente usée. Ça garde un peu de chaleur, dit-il. Pas assez pour dormir profondément, mais assez pour ne pas mourir pendant la nuit. Dans une ville qui construit des tours de verre à un rythme frénétique, cette stratégie de survie paraît presque irréelle, pourtant elle sauve des vies chaque hiver. Plus loin, une femme raconte comment elle alterne chaque nuit entre deux options, rester dehors avec un feu de fortune ou monter dans un train qui tourne en rond. Je ne dors jamais vraiment, dit-elle. Je laisse juste mes yeux se fermer 5 minutes à la fois. Car sur les sièges en plastique, le sommeil peut être un luxe, mais aussi un risque. Si l'opérateur décide de vider le wagon, vous vous retrouvez dehors sans avertissement, souvent au pire moment. Pour les travailleurs de nuit qui traversent la ville dans les bus chauffés, les silhouettes couchées sous des couvertures pourraient n'être qu'un décor triste de l'hiver. Mais pour ceux qui vivent là, chaque nuit est un pari, garder ses documents ou garder sa couverture, se déplacer pour un centre lointain ou risquer l'engelure à quelques mètres d'un pont, monter dans une rame pour un peu de chaleur ou perdre sa place au prochain arrêt. Ce qu'on appelle « baisse du sans-abrisme » ne tient souvent qu'à la méthode de comptage. Pendant qu'un rapport célèbre une amélioration, les mêmes hommes et femmes continuent d'essayer de trouver un endroit où respirer sans que le froid leur vole leur dernière force. Les billets d'1$ qui permettent d'accéder au CTA valent parfois plus qu'un repas chaud, parce qu'ils offrent quelques heures de répit, un rideau de lumière artificielle derrière lequel personne ne pose de questions. Les trains qui tournent au cœur de la nuit forment une sorte de ville parallèle, un refuge mobile que beaucoup préféreraient ne jamais utiliser, mais qui existe parce que d'autres portes sont restées fermées. Dans ce documentaire, nous retournons dans cette zone grise, cet espace où les politiques de froid extrême ne suffisent plus. Là où les pieds des ponts deviennent des chambres et où les sièges de train remplacent des lits. Là où les chiffres officiels disent que tout va un peu mieux, mais où, en vérité, la peur, la fatigue et le froid racontent une histoire bien différente. Lowe Wacker n'apparaît sur aucune carte touristique. Pourtant, pour des centaines de personnes, c'est une adresse, un refuge improvisé, une ville souterraine qui fonctionne selon ses propres règles. Quand on descend sous le niveau des rues, on quitte les lumières des tours, la musique des bars, les klaxons, et on entre dans un monde où le bruit principal est celui des camions qui dévalent la rampe, leurs moteurs résonnant contre les piliers de béton comme des tambours de guerre. L'air y est plus lourd, saturé d'humidité, de gaz d'échappement et du froid venu du fleuve. Rien ici ne ressemble à Chicago tel qu'on le connaît. C'est une couche enfouie, une cicatrice invisible que la ville tente souvent de cacher. Depuis des années, Lowe Wacker sert de refuge aux personnes qui n'ont nulle part où aller. Les tentes collées au mur, les couvertures fixées pour bloquer les courants d'air, les palettes transformées en plancher, tout cela forme une sorte de quartier parallèle, une communauté de fortune qui survit dans les interstices de l'infrastructure. Ce n'est pas un endroit qu'on choisit, c'est un endroit qu'on rejoint quand toutes les portes se ferment. Mais rien de ce qui est construit ici n'est durable. À intervalles réguliers, la ville érige de nouvelles clôtures, plante de grands panneaux, no trespassing, installe des grillages fraîchement soudés. Les médias appellent ces opérations des nettoyages. Les responsables parlent de sécurité, de salubrité, de circulation. Alors, les camions municipaux arrivent, des équipes avancent, et les abris disparaissent un à un. Les tentes se replient, les couvertures sont emportées, les maigres possessions entassées dans des sacs trop petits pour contenir une vie entière. On dit que l'endroit est rétabli, mais pour ceux qui vivaient là, la question est tout autre. Où aller lorsque le dernier endroit qui offrait un peu d'ombre, un peu de chaleur retenue, n'existe plus? En marchant sous ces poutres métalliques, on voit parfois des traces presque fantomatiques, la marque d'une vieille couverture incrustée dans le béton, un carré plus propre qu'ailleurs là où se trouvait une tente, des morceaux de ruban adhésif collés au mur. Ces marques ne signifient rien pour la circulation en surface, mais elles sont des souvenirs d'endroits où quelqu'un a essayé de survivre. Elles sont les empreintes de vies effacées trop vite. Au milieu du vacarme, Louis raconte son histoire. Il frôle la cinquantaine et parle avec la lassitude de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Autrefois, il conduisait une camionnette de livraison. Un accident au dos, puis des démarches administratives sans fin, un loyer qui grimpe de mois en mois, et un jour il s'est retrouvé ici, avec un sac à dos pour maison. J'ai passé des années à rouler sur cette route, dit-il en montrant la chaussée. Jamais je n'aurais imaginé dormir au même endroit où je faisais mes livraisons. Sous son sourire discret, on entend toute l'ironie tragique de son histoire. Plus loin, Maya, 27 ans, ajuste sa couverture contre le pilier où elle a installé ses quelques affaires.
Elle travaillait dans un bar à River North, mais quand son salaire n'a plus suffi à payer le loyer et que son compagnon est parti, tout s'est effondré en quelques semaines. Ses nuits se passent désormais entre 2 couches de vêtements, une paire de chaussettes trop fines et une prière pour que les nettoyages ne viennent pas ce soir. Ici, au moins, personne ne me crie dessus, dit-elle. Là-haut, il préfère détourner le regard. Dans ce monde souterrain, l'espace est précieux. Quelques mètres carrés deviennent un salon, une chambre, un garde-manger. Une rallonge électrique trouvée par chance devient un lien avec le monde extérieur, permettant de charger un téléphone, de garder une photo, d'appeler un membre de la famille. Le peu que chacun possède doit être protégé, car la menace la plus redoutée n'est pas seulement le froid, ce sont les pas que tout le monde reconnaît avant même de voir les uniformes. Les bottes de police, les voix pressées des équipes de nettoyage, les ordres mécaniques, emballez vos affaires. Maintenant. Chaque fois, le même dilemme revient, que sauver? La couverture ou les documents? Les médicaments ou les souvenirs? Une photo d'un enfant ou la casserole qui permet de cuisiner? Chaque décision hache encore un peu plus une vie déjà fragmentée. Et personne ne pose jamais la question essentielle, après avoir tout emballé, où aller? Au milieu des colonnes de béton, parmi les feux arrière qui passent comme des éclairs rouges dans la nuit, Lowe Wacker ressemble moins à un simple passage souterrain qu'à une petite ville compressée sous le poids de la grande. Ici, la vie ne disparaît pas, elle se rétrécit. Elle se condense dans quelques mètres carrés, dans le bruit constant des camions, dans les ombres qui se déplacent au rythme des phares. Ceux qui vivent là n'appellent pas ça un camp, c'est juste l'endroit où ils dorment, comme s'ils avaient renoncé au luxe des mots qui décrivent un foyer. Louise salue ceux qu'ils croisent, d'un geste discret, le genre de salut qu'on utilise pour économiser de la chaleur. Il se souvient encore du bruit de son ancien travail, les livraisons, la routine, les pauses au café du coin. Tout cela s'est évaporé après sa blessure. « Je connais ces routes mieux que personne, dit-il. Je les ai roulées pendant des années. Maintenant j'y vis dessous. » Le contraste lui arrache un sourire amer. Les murs de béton qui l'entourent lui servaient autrefois de repère. Aujourd'hui, ils sont devenus ses frontières. À quelques piliers de là, Maya arrange ses couvertures comme on prépare un nid trop fragile. Sa voix est douce, presque noyée par le vacarme des moteurs. Elle parle de son ancien bar, celui où elle travaillait avant que les factures et la solitude ne la fassent glisser hors de la surface. « J'avais un appartement minuscule, raconte-t-elle. Il n'était pas beau, mais il était à moi. » Elle serre son sac contre elle comme on serrait un souvenir restant. « Ici, je ne dérange personne. Là-haut, les gens te regardent comme si tu étais un problème. » Elle n'a pas tort, au-dessus, on détourne le regard. En dessous, on partage la même lutte. La vie ici suit un rythme particulier. Certains disposent leur couverture près des colonnes les plus épaisses pour bloquer le vent. D'autres tapissent les murs avec du plastique pour empêcher l'humidité de s'infiltrer. Une petite cuisinière posée sur une tuile cassée devient une cuisine. Un vieux caddie sert de placard. Une rallonge tirée d'un poteau électrique devient un trésor. Rien n'est stable, mais chaque objet raconte une tentative de rester humain, même au fond de la ville. Pourtant, malgré ses efforts, la véritable menace n'est pas le bruit, ni même le froid. C'est le son que tout le monde reconnaît instantanément, celui d'un groupe arrivant en botte, d'un moteur municipal, d'un ordre crié d'une voix impassible. Les opérations de nettoyage transforment chaque nuit en compte à rebours. On ne sait jamais quand cela arrive, seulement que ça finit toujours par arriver. Un avis collé à un poteau, une date, une heure. Puis les camions, les grillages, les sacs poubelles remplis d'affaires qui n'auraient jamais dû être là. Lorsqu'un nettoyage commence, le temps se contracte. Les gens n'emballent pas leurs affaires, ils doivent choisir. Garder ses papiers ou garder sa couverture? Sauver les médicaments ou les chaussures? Prendre les photos ou la casserole qui permet de cuisiner? Ces choix minuscules, répétés encore et encore, finissent par user l'esprit plus que le froid ne ronge les doigts. Ce n'est pas seulement une perte matérielle, c'est une nouvelle chute, un rappel violent que rien ici ne leur appartient vraiment. Personne, dans ces moments-là, ne demande « Où allez-vous maintenant ?» On disperse les gens comme on déplace un obstacle. On nettoie un espace, mais on salit une vie. Pourtant, au milieu du vacarme, quelque chose d'inattendu persiste, la solidarité. Ceux qui n'ont presque rien partagent quand même. Une couverture en trop. Une soupe cuite sur un brûleur bancal. Une information murmurée, les policiers arrivent dans une heure. C'est souvent cette entraide, plus que les programmes officiels,
qui empêche les gens d'être totalement brisés. Le bruit des camions revient sans cesse, mais les voix aussi. Tiens, prends ça, tu en auras plus besoin que moi. Garde ma place, je reviens. Fais attention au vent cette nuit. Ces phrases invisibles n'apparaissent dans aucun rapport municipal, mais ce sont elles qui portent ce quartier souterrain. Elles rappellent que derrière chaque silhouette recroquevillée se trouve quelqu'un qui se bat encore, avec une dignité que rien, ni le froid, ni les clôtures, ni les expulsions, n'a réussi à effacer. Lowe Waker n'est pas un lieu fait pour vivre. Mais tant que d'autres portes restent fermées, ce labyrinthe de béton continue d'être un refuge pour ceux que la ville ne sait plus où mettre. Et tant qu'ils survivent ici, alors leurs histoires doivent être racontées pour qu'un jour, peut-être, ce niveau de la ville n'abrite plus personne.